Hiding everything in life is very frightening, and I live with so much that I longer don't know why even. So violent, my mind, every thought I have I'm done. But it's like rain, I know, might just meet some guy and cry a little. Help me. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France et c'est moi qui vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode autour du tricot. Oui, vous êtes sur une chaîne de tricot. Si vous êtes là depuis longtemps, vous le savez. Si vous venez d'arriver, c'est certainement que vous êtes arrivé parce que vous aimez l'art du fil en général et je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est un épisode de podcast traditionnel. On s'est vu il y a 2 jours pour papoter autour de mon bilan de janvier et aujourd'hui, on revient aux bonnes habitudes où je vais vous parler traditionnellement d'objets. Pas d'objets finis, puisque j'en ai pas cette semaine, mais de beaucoup d'objets en cours ou quasi terminés pour certains d'entre eux. Et d'autres petites choses, acquisitions laineuses, mais je vous fais le point tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vous accueille, parce que à chaque fois j'oublie de vous le dire. Donc aujourd'hui, je vous accueille avec mon pull rosa de Elong avec Anna, que j'ai tricoté en laine Célène. Donc c'était une fingering coloris azurin, donc un fingering de Mérino. Je crois d'ailleurs que c'était une Mérino soie. Non, c'était une Mérino tout court. Mérino coloris azurin que j'ai associé à son kit mohair et soie aussi coloris azurin, et c'est ce qui lui donne son joli halo qu'on retrouve ici. Et alors je suis extrêmement satisfaite et du modèle et de la laine. Alors la laine, elle n'a pas bougé, ça fait plus d'1 an, non ça fait, oui si, ça fait plus d'1 an que je le porte, je ne l'ai jamais, j'ai jamais eu besoin d'enlever particulièrement des bouloches. Alors vous voyez, il commence tout doucement à avoir quelques petits fils à enlever, voilà. Mais ça fait 1 an que je le porte extrêmement régulièrement et c'est tout. Donc extrêmement satisfaite du vieillissement de la laine, elle n'a pas bougé, elle n'a pas d'éteint, le coloris est bien resté, voilà. Concernant le modèle, vous avez été extrêmement nombreuses à me poser des questions au fur et à mesure de ces derniers épisodes. Alors je vais essayer d'y répondre à certaines d'entre elles, parce que c'est difficile parfois de vous répondre par mail, d'autant plus, ou par réponse aux commentaires, soit parce que c'est pas pratique de vous l'écrire parce que ça nécessite un aspect visuel, soit parce que je suis extrêmement en retard sur les réponses aux messages. Je vous remercie de tous vos messages, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à suivre. Bon, j'espère que vous n'en voudrez pas. Donc pour répondre à la question, un pull idéal pour démarrer son premier pull à tricoter en rond ou à semi-rond. Alors, moi j'aime beaucoup plusieurs modèles de Elong avec Anna pour démarrer. Celui-ci en fait partie. C'est un pull qui est en col V et qui se démarre au départ en tricotant à plat et qui se rejoint en rond uniquement ici. Donc vous faites des allers-retours et vous tricotez ensuite en rond, vous venez relever les manches. Il est extrêmement facile, il a un tout petit détail de dentelle au niveau du raglan, mais qui est extrêmement simple, donc parfaitement idéal pour un débutant. Ce modèle-là est payant, il est disponible en français. Vous avez un deuxième pull qui s'appelle le 13KO de Elong avec Anna, que je n'ai personnellement pas tricoté, mais dont j'ai le patron qui est gratuit. En plus celui-ci, disponible en français et qui est extrêmement simple. C'est vraiment un pull avec un col rond, mais légèrement plus large qu'un col rond traditionnel, avec un col en point mousse, et puis après vous passez sur du jersey avec des raglans extrêmement simples, et là pour le coup on est sur du 100% débutant. Donc si vous voulez lancer dans votre premier pull, le 13KO c'est vraiment
parfait pour ça. Alors il est un petit peu court je trouve, donc n'hésitez pas à rallonger. Si vous voyez des pulls courts, c'est pas très grave, hein. Il suffit de rajouter des centimètres jusqu'à atteindre la longueur que vous souhaitez. Il y a un troisième pull que j'ai réalisé encore de longue avec Anna qui s'appelle le pull Matilda, qui est un pull avec un col rond. Là pour le coup il se tricote en rond du haut vers le bas en un seul morceau et il a un léger point de texture qui est à base de mailles endroit et de mailles envers qui est facile à réaliser et totalement accessible aux débutants. Donc voilà, j'espère que ça répond à cette question. J'ai eu une deuxième question concernant mon matériel pour bobiner mes écheveaux. Et alors je vais juste vous les remontrer, je vous les avais déjà montrés une première fois. Je vais vous montrer mon dévidoir et mon bobinoir. Alors moi les deux, alors c'est un petit peu près, mais mes deux matériels, donc ça c'est mon dévidoir. Donc le dévidoir, moi j'ai choisi, alors les deux viennent de chez Rascol et je vous mettrai le lien dans la description. Moi j'ai choisi, alors il existe plusieurs types de dévidoirs. Vous avez ceux qui s'accrochent sur les tables, vous avez ceux qui sont assez larges et qui se déploient sur le sol. Moi j'ai choisi quelque chose en hauteur, je voulais un dévidoir en bois, aussi pour la beauté de l'objet, et je voulais un qui a un socle très très lourd pour qu'il ne se promène pas et que j'ai pas besoin de le fixer. Donc c'est ce que j'ai choisi. C'est un dévidoir de chez Rascol qui est extrêmement facile d'utilisation puisqu'il vous suffit voilà, de lever et après vous avez une vis qui vous permet juste de fixer la partie haute enfin du moins la hauteur à laquelle vous souhaitez régler votre dévidoir. Il est top, enfin, il est vraiment super, j'aime beaucoup. Il me permet vraiment d'aller vraiment sur des très très grandes circonférences de fil, d'écheveaux, comme sur des tout petits écheveaux quand vous avez certains mini, puisqu'ils ne sont pas tous de la même taille, les écheveaux quand vous les ouvrez. Et mon bobinoir c'est pareil, de la marque Rascol. Par contre moi j'en ai un en plastique, c'est peut-être celui-ci, alors je ne vais pas le jeter parce que j'ai acheté du plastique, il est hors de question que je le jette avant qu'il s'abîme ou qu'il se casse. Par contre si je devais le renouveler, j'en prendrais un en bois par souci d'écologie ou d'économie plus durable ou des choses comme ça. Mais par contre j'en suis satisfaite, il me fait des beaux cakes, j'en ai même pas là ici, voilà, il me fait des cakes totalement cohérents, tout va bien et donc je le laisse faire son travail, même s'il est en plastique, et si avec un petit peu de recul, aujourd'hui, je ferais peut-être un choix différent. Mais voilà, c'est un bobinoir qui s'attache par contre, lui, sur le coin d'une table, que je viens juste serrer avec la vis qui est en dessous, ici, là. Je la serre en fonction de l'épaisseur de la table. Et vous voyez, la tige est suffisamment longue. Ça, c'est quelque chose auquel il faut que vous fassiez attention, que la tige soit suffisamment longue pour que vous puissiez adapter votre bobinoir sur différentes épaisseurs de plans de travail, table, meubles, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ceci répondra à certaines questions qui m'ont été posées. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Ça, c'était des questions récurrentes. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle. Si c'est vraiment des questions bien précises, bien pointues, j'essaie de répondre par SMS, pas du tout, par message ou par email, sachant, j'espère que vous m'en voulez pas, que j'ai du retard. Alors aujourd'hui, avant de démarrer, je voulais vous montrer deux, trois petites choses. La première, c'est que je voulais vous montrer mes tout premiers pas de point de croix qui ont été faits grâce à vous. Et alors là, pour le coup, c'est moi qui vous remercie de tous vos bons conseils parce que suite à la présentation du matériel de cross-stitch de point de croix que j'ai reçu la dernière fois, vous avez été nombreuses à proactivement venir me donner des conseils. Alors les principaux conseils que j'ai retenus pour l'instant, parce que je démarre, c'est la façon dont je dois démarrer mon ouvrage, donc de bien identifier le point central et de travailler sur un cercle. Donc j'ai fait l'acquisition d'un cercle et j'ai bien identifié le milieu de mon ouvrage et donc j'ai démarré un tout début. Vous verrez pas grand chose, mais voilà, je suis extrêmement fière de moi d'avoir démarré des premiers points de cross-stitch. Voilà, mes tout premiers pas. Alors c'est encore très irrégulier à l'arrière, mais
j'avance. Donc bon, ça nécessite un peu plus de patience. C'est extrêmement pointu. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et donc j'ai démarré ici, c'est le début de la carte postale. Ah mince, c'est le début de la carte postale qui est au centre du motif ici. J'ai démarré par ce point-là. Moi qui pensais commencer par un des coins, et ben voilà, ça aurait été ma première erreur de point de croiteuse, cross-stitcheuse ou j'en sais rien, de pratiquante de point de croix. Donc voilà, j'ai démarré par ce côté-là. C'est peut-être pas forcément le plus facile des motifs pour démarrer parce qu'il y a énormément de changements de couleurs. Finalement, même ceux qui paraissent très unis, par exemple là la barre du bateau me semblait être tout dans la même couleur, mais en fait pas du tout. Il y a en fait beaucoup de nuances de couleurs, donc bon, j'aime bien la difficulté. Donc voilà, ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est j'ai réceptionné un livre et je voulais vous le montrer. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps et vous le découvrirez aujourd'hui si vous venez d'arriver, je tricote des pulls pour mon mari, j'en ai déjà réalisé 2, il m'en a demandé un 3e avec un petit col V en fingering. Et alors ça a été la grosse galère parce que, ben, vous savez, moi j'ai un mari pas pointilleux parce que la dernière fois je me suis fait reprendre par certaines d'entre vous. J'ai un mari exigeant en termes de tricot et il a bien raison. Par contre j'ai un mari qui porte ce que je lui tricote, donc ça me fait extrêmement plaisir de lui tricoter, même si qu'est-ce que c'est long de tricoter pour les hommes, que ce soit les chaussettes, que ce soit les pulls, ils sont quand même beaucoup plus grands et plus longs et plus large, pas trop parce que mon mari n'est pas large, mais voilà, il a des grands bras, il a un grand corps, donc bon. Alors, donc j'ai passé énormément de temps à chercher un modèle qui pourrait lui plaire, qui pourrait aussi rentrer dans mes critères de je voulais tricoter en rond et tout ça, et on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, c'était soit des cols trop prononcés pour lui, soit trop courts, soit il y avait la laine qui était trop épaisse, enfin bon bref, j'ai été en grosse galère. Donc il a fini par trouver, ou on a fini par trouver un compromis sur des modèles de fil d'art. Et alors là, pour le coup, dans le catalogue, il en a vu tout plein qui lui plaisait. Donc c'est ce catalogue que j'ai fait venir, qui est 32 modèles de tricot pour hommes. Donc c'est que pour hommes, il y a des pulls et des gilets sur différents modèles. Alors je crois qu'il y a une ou deux écharpes ou un ou deux cols, quelque chose comme ça. C'est vrai que les modèles sont très jolis et à mon grand désarroi, ce sont des tricots à plat. Il a repéré 2 modèles et là pour le coup, celui-ci est le favori. Donc un modèle qui s'appelle rien du tout, qui est un modèle avec un col en V et boutonné comme un polo, et sur le côté il y a des motifs en côte. Ça c'est le premier qu'il a vu, du moins qui correspond à ses critères. Le deuxième étant celui-ci, mais celui-ci, le col V, semble être un petit peu trop profond, donc il est possible que je parte sur celui-ci. Par contre, comme c'est un tricot à plat, j'ai pas l'intention de tricoter à plat, ou du moins pas en totalité, donc il est bien possible que je me bidouille le cerveau pour le transformer en tricot en rond. Alors ce sera certainement un bottom up plutôt qu'un top down, je sais pas encore. Mais bon, voilà, vous suivrez mes petites aventures pour ce fameux pull de mon mari. Autre chose que je ne sais pas encore, c'est quelle est la couleur qu'il va choisir pour ce pull, puisqu'il a dans mon stock 2 quantités pull. La première est ce fameux coloris métal rouillé, pour celles qui ont suivi les aventures, qu'il m'avait fait chercher et dont j'avais trouvé la couleur, enfin du moins les chevaux, grâce à l'une de vous. Merci Dominique pour ce, voilà. Donc c'est une couleur de chez Samlin Direwolf, qui est une qualité 100% mérino, et la teinturière, c'est une teinturière allemande que vous retrouvez sur Etsy, qui a des très jolis coloris et dont la laine est très agréable. Et le deuxième coloris qu'il a pour lui, quantité pull aussi dans mon stock, c'est cette fameuse Loco Porella,
un joli coloris que moi j'aurais appelé brun cognac, mais qui s'appelle Brown and Bear, qui veut dire ours brun en allemand, et qui a énormément de très jolies teintes de marron. C'est une single, voilà, que je me réjouis de tricoter, une Merino single, qui est un tout petit peu plus épaisse que celle-ci, donc il y a de grandes chances que je démarre avec celle-ci pour avoir un échantillon qui soit plus proche que ce que je retrouve avec la laine fil d'art. Moi, voilà. Bon, je vous suivrai les péripéties dans les prochains épisodes. Je vais pas démarrer un pull homme là tout de suite, mais au moins, on est fixé sur un modèle. Il reste plus qu'à se mettre d'accord sur la laine. Alors, je regarde mes notes. Vous avez l'habitude, normalement, je devrais avoir tout en tête, mais podcasteuse en carton, comme dirait Céline de Madame Bibiche. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Je vous ai dit, je n'ai pas d'objet terminé, même si j'aurais bien aimé en avoir un. J'ai pris du retard, je voulais vous montrer le Oslo Hat terminé. Je ne l'ai pas terminé, il sera certainement terminé demain. Mais j'ai voulu volontairement prendre un tout petit peu de retard pour avoir le temps de vous filmer le geste technique. Et comme j'étais en déplacement cette semaine, je ne pouvais pas vous filmer ça dans une chambre d'hôtel, ça n'allait pas. Donc on parlera de 1, 2, 3, 4, 5 projets en cours, dont 2 pulls, un bonnet, on parlera d'un design et d'une paire de chaussettes. Si j'ai le temps, en fin d'épisode, je vous parlerai aussi d'un projet que je réalise au crochet et sur lequel il va falloir que je défasse. Donc je vous en parlerai. Je vous montrerai avant de défaire pour recommencer. C'est ça aussi la vie d'une on va dire, personne qui fait des arts du fil. C'est aussi l'avantage des arts du fil, c'est que quand vous vous trompez, eh ben, on défait et on refait. C'est pas très grave, ça prend juste plus de temps. Bon. Si vous êtes prête, du coup, je vous emmène directement dans les objets en cours, puisqu'il n'y a pas d'objet terminé. A tout de suite! Please don't cut it, these ties need a hero, 'cause I got zero. Alors, ce premier objet en cours de la semaine, c'est un pull de Johanna Hang qui s'appelle Tea of Even, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne et sur lequel j'arrive maintenant, on va dire, au bout de l'ouvrage, puisque j'ai démarré les manches un petit peu. C'est un pull que je prends, mais alors un plaisir fou à tricoter, et je vous répéterai exactement la même chose un peu plus tard dans le podcast quand je vous reparlerai du Fairy Bouquet. Vraiment, alors si vous tricotez en anglais, tricotez les modèles de Johanna Hang, c'est du bonheur, c'est beau, c'est fin, c'est délicat. Bon, par contre, c'est pas accessible aux débutants, pas tel quel. Prenez un tout petit peu si vous n'êtes pas à l'aise avec la dentelle, avec les détails et la concentration, peut-être passez votre tour. Mais alors si vous êtes à l'aise avec ça, moi je peux que vous recommander ces modèles. C'est vraiment un plaisir et c'en est à un point où j'essaye de ne pas aller trop vite pour ressentir le plaisir. Alors ça m'est jamais arrivé. Habituellement, quand je tricote, j'aime tricoter, avancer, et ça me fait tellement plaisir de voir avancer, et je suis pressée d'avoir l'objet fini. Là, non seulement je suis pressée d'avoir l'objet fini, parce que, alors, clairement, je vais vous le montrer, il est super beau. Il est encore sans manche, mais il arrive. Mais alors, je suis limite en train de me dire, faut pas que je tricote trop vite, tellement je prends un grand plaisir à le tricoter. Alors, ce pull, je le tricote, alors je pense que c'est aussi une association de beaucoup de choses. Je le tricote dans une laine de chez Eline Hélène. Eline Hélène, je la tricote dans sa base Maya Fingering. Maya Fingering, c'est ce qu'on appelle
ASC, c'est de l'alpaga, de la soie et du cachemire. En l'occurrence, chez Eline Hélène, sa base Mayaf, c'est 70% de bébé alpaga gris, donc quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement chaud. 20% de soie pour la brillance et 10% de cachemire pour le moelleux. Alors, je peux pas vous le retranscrire, mais c'est doux, c'est moelleux, c'est cocooning et je trouve que ça va très bien à ce modèle. Par contre, c'est une base qui est très molle. Voilà. Si je vous mets un autre écheveau, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà. Si je reprends maintenant le mérino qui tenait avant bien tout seul, voilà, l'alpaga, et voilà, le soie, le cachemire, tout ça c'est mou. Donc c'est pas tout à fait la même texture. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment un bonheur. Et par contre, ça glisse aussi sur les aiguilles. Donc attention. Le coloris, il s'appelle Attraper les nuages. Attraper les nuages, c'est un coloris qui est sur une base naturelle légèrement grise, puisque c'est un bébé alpaga avec du poil gris, sur lequel il y a différentes teintes de bleu. Alors à l'écran, elles paraissent un petit peu grises, mais clairement, c'est du bleu ou un bleu-gris. Voilà, si vous regardez les nuages, vous avez tous les coloris. Sauf ceux quand il pleut ou quand il y a des gros orages, ça c'est pas dedans, ou peut-être juste par petits speckles, par exemple ici, là, hop là, il y a peut-être quelques petits speckles par-ci, par-là. Je les tricote avec des aiguilles de 3,25 puisque j'ai obtenu l'échantillon préconisé par Johanna Hang avec mes aiguilles de 3,25. Et c'est ce qu'elle préconisait, donc 3,25 pour le corps, pour la dentelle, et 2,75 pour, il me semble, le col, mais je ne l'ai pas encore fait, mais surtout sur les côtes, donc les côtes du bas du cou. Et donc je vous montre ce que ça donne. Voilà ce fameux Tea of Heaven, donc le thé du paradis, de Johanna Hang. Il reste encore pas mal de détails à réaliser puisque je n'ai pas encore fait le col. J'ai démarré les manches et je vais vous en parler. Par contre, j'ai fait les côtes du bas du corps et j'ai fait une finition avec un rabattage à l'italienne que j'aime alors énormément. Regardez-moi cette finition, comme c'est beau, je trouve ça magnifique. C'est régulier, ça ne fait pas de chou-fleur, ça garde l'élasticité, ça donne une définition parfaite, je trouve, une finition type ce que vous trouvez vraiment dans le commerce parfois, pas dans le commerce justement. Ça fait une définition extrêmement professionnelle sur le bas des côtes 1-1. Donc, oh, j'ai le soleil qui est en train de sortir, j'espère que je ne serai pas obligée de couper. Donc ce modèle, comment il se commence? Il se commence, et alors je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas forcément facile, il se commence par la dentelle. Donc pas vous montez pas le reste, vous montez qu'une bande de dentelle. Puis vous le laissez en attente. Puis vous refaites la deuxième partie de dentelle, la dentelle de l'épaule. Je crois que je vais vous couper et je vous reprends dès que le soleil aura disparu ou se met un tout petit peu plus loin. Au final, je me suis déplacée parce que le soleil a l'air de vouloir rester et je ne vais pas râler après lui puisque ça fait quand même quelques jours ou plusieurs... ouais, un bon bail qu'on ne l'a pas vu et c'était vraiment tout gris. Donc je vais que me réjouir de voir le soleil sortir. Donc je vous disais, c'est quelque chose qui se... Donc c'est un pull qui se démarre par cette jolie bande de dentelle. Donc regardez-moi cette jolie dentelle, quelque chose d'extrêmement délicat que j'adore. Vraiment. C'est des points qu'on retrouve généralement sur de la dentelle japonaise. Donc, elle n'est pas forcément facile à réaliser. Les points en eux-mêmes ne sont pas très compliqués. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'au départ, vous tricotez en aller-retour, que la dentelle est à la fois sur l'aller et sur le retour. Donc, même si vous êtes sur un rang envers, vous devez réaliser cette dentelle. Le diagramme est écrit qu'il soit... C'est le même diagramme que vous soyez en rond ou que vous soyez à plat. Donc il faut se souvenir, donc on va dire que ça nécessite une certaine attention, que lorsque vous êtes sur l'envers, les points sont dans l'autre sens et surtout que votre diagramme se lit dans l'autre sens. Donc ça nécessite de l'attention. Après, les points en eux-mêmes ne sont pas excessivement compliqués, mais voilà, typiquement, c'est pas un ouvrage
zéro cerveau que vous réalisez devant la télé. Alors maintenant que je suis dans les manches et que je suis en rond et que j'ai fait tout le reste, ça va mieux. Une fois que vous aviez fait les deux parties de dentelle donc au-dessus des épaules, elle vous fait remonter un certain nombre de mailles entre les deux bandes de dentelle pour créer l'encolure arrière. Et donc c'est à partir de ce moment-là où vous commencez à tricoter en aller-retour, puisque vous avez toujours encore la formation de ce col V qui va venir se rajouter. Donc ensuite vous faites des augmentations ici pour créer ce fameux col V, vous avez des augmentations ici pour créer la partie de raglan, donc tout un tas de points qui indépendamment des autres sont faciles à réaliser ou accessibles, mais qui mis tous ensemble nécessitent une attention certaine. Par contre le jeu en vaut la chandelle. Une fois que vous avez rejoint en rond, vous vous dites « je vais pouvoir souffler un petit peu ». Eh bien non, parce que Johanna nous a concocté une très jolie dentelle. Alors celle-ci est beaucoup plus simple sur le côté du pull, puisque tout le côté du pull a cette jolie dentelle. Et alors je vous la fais admirer, puisque elle n'est pas bloquée encore. J'ai hâte de la voir bloquée, qu'elle rende vraiment toute sa beauté. C'est un plaisir. Celle-ci est très facile à faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une répétition qui se fait sur 40 rangs. Et donc, je me suis vue avancer. Je trouve que habituellement, le corps d'un pull, c'est très long à réaliser. Je trouve que c'est très répétitif, très rébarbatif. Ici, le fait qu'il y ait eu 40 rangs, j'ai fait 3 répétitions de ce diagramme de dentelle et j'étais arrivée à la fin du corps. Donc, pour moi, c'est passé hyper vite et je me suis vue avancer. Bon, ensuite, vous terminez avec des côtes tricotées en 2,75. Alors là, par contre, ça m'a paru interminable. Tout ça, ça m'a paru rapide, mais alors ça m'a paru interminable. Des côtes demi-torse 1,1. Et donc, j'ai fini par un rabattage à l'italienne, donc à l'aiguille, à l'italienne. Bon, une fois que j'avais terminé ça, j'ai relevé les manches du corps. Et là, donc je vais enlever le cintre pour mieux vous montrer. Vous repartez donc pour réaliser cette très jolie dentelle sur les manches. Donc dentelle qui va être toute la partie supérieure de la manche. Donc là encore, le diagramme, donc c'est le même diagramme qu'au début. Il est plus facile maintenant puisqu'il est toujours dans le même sens. C'est une répétition et puis bon, parce que tout simplement à force de le faire des deux côtés, eh bien je me suis habituée. Donc maintenant c'est presque limite facile. Je me souviens quasiment de chaque ligne. J'ai plus en tête, mais je crois que le motif, je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais je crois que le motif se fait sur 20 rangs. Il me semble. Donc voilà, là aussi, très jolie dentelle avec un zigzag qui est fait au milieu, des points que vous retrouvez sur le côté du corps, ici. Là. Ces points-là se retrouvent en rappel au niveau de la manche. Moi, j'ai choisi de faire une modification par rapport à la dentelle du patron, puisque normalement, de chaque côté de ce petit S là au milieu, vous avez des noppes, et moi, je ne voulais pas les faire. Par choix, je ne voulais pas avoir une surépaisseur au niveau des épaules, au niveau des manches, pour éviter de m'accrocher dans mes vêtements ou dans mon manteau, puisque moi j'aime bien quand mes manches sont relativement fitées, du moins fitées, resserrées, ajustées, voilà, ajustées, et mon manteau en fait partie, et je ne voulais pas que ça accroche. Et puis tout simplement parce que je suis pas une super grande fan de noppes, par-ci par-là, oui, j'avais déjà supprimé à plusieurs reprises ces noppes, je les ai tout simplement remplacées par une maille en droit. Du moins l'endroit où elles étaient placées appelait une maille en droit, donc une maille en droit. La bonne surprise de ce modèle, c'est l'utilisation de la laine, parce que alors là, alors je sais pas si c'est le modèle ou si c'est la laine des Linélène ou la générosité des écheveaux. J'ai pesé les écheveaux des Linélène dans cette base à essai. Moi, je me suis retrouvée avec un écheveau extrêmement généreux. Enfin, les 3 écheveaux étaient extrêmement généreux, puis ils avaient tous entre 105 et 110 grammes de laine. Ce qui fait que j'ai réalisé la totalité de ce que vous voyez ici dans moins de 2 écheveaux, largement moins de 2 écheveaux, puisqu'il me reste de mon deuxième écheveau 30 grammes de laine, et j'ai démarré mon 3e écheveau
et je n'ai utilisé que 8 grammes pour l'instant. Donc pourquoi j'ai démarré un 3e écheveau alors qu'il me restait encore de la laine du 2e? Alors ça c'est plus une habitude, lorsque je fais mes manches, je sais qu'il me faut un écheveau complet pour réaliser les manches. Donc c'est la raison pour laquelle, de toute façon, j'aurais pas eu assez avec les 30 grammes restants, mais je ne veux pas avoir dans la manche de changement de fil, et donc je démarre systématiquement un nouvel écheveau avec lequel je fais un petit peu de transition pour éviter les démarcations. Mais je démarre un nouvel écheveau pour réaliser les 2 manches, puisque c'est ce qu'il me faut normalement pour faire 2 manches. Donc pour l'instant, j'ai utilisé moins de 2 écheveaux alors que je suis déjà dans les manches. Alors bon, ok, on est sur un col V, voilà. Ce reste-là, je vais l'utiliser pour réaliser l'encolure, parce que l'encolure, pour l'instant, elle est accrue, et bien sûr, sur un modèle aussi travaillé que ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une très jolie finition au niveau du col, et effectivement, ça a l'air d'être le cas. Je n'ai pas encore regardé dans le détail la façon dont c'est fait, mais ça a l'air d'être quelque chose qui fait un petit rabat, un petit rouloté. Donc j'ai hâte de le faire. Pour la première fois, je pense que je n'ai pas le syndrome des manches, parce que je prends encore plus de plaisir à réaliser ce modèle, parce que cette dentelle, vraiment, elle est super. Et le fait qu'il n'y ait qu'une bande, ça permet de souffler à chaque fois sur la partie basse. On souffle, on se voit avancer, puis hop, il y a le point technique qui revient. C'est un vrai plaisir. Donc je peux que vous le recommander. Si vous vous sentez les épaules ou l'envie de vous faire un challenge sur un tricot un peu plus complexe que le reste, lancez-vous. Voilà, je vous le recommande. C'est un vrai bonheur. Ce modèle-là, moi je le tricote grâce à Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Merci Christelle. Voilà, je sais même pas comment te dire merci, tellement voilà, ça m'apporte un plaisir fou. Donc voilà, peut-être un petit peu bavard pour ce premier projet. Je suis désolée, je vais essayer d'être un tout petit peu plus concise pour la suivante, mais là je voulais vraiment vous faire passer ce plaisir tricotesque absolu sur ce modèle. Bon, je vous emmène au projet suivant, il sera un petit peu plus court, c'est promis. Please don't cut these ties, need a hero, 'cause I got zero. Alors, mon deuxième en cours de la semaine, c'est un bonnet. Un bonnet que je réalise selon un patron de Petite Knit qui s'appelle le Oslo Hat, et que je réalise bien sûr grâce à l'une d'entre vous. Si tu passes par là, je te remercie. Ce bonnet là, je le réalise dans des restes de mon pull Uhuru que j'avais tricoté l'année dernière, et que j'avais tricoté dans une laine de la bien-aimée, dans sa qualité cache mérino, hop, que je vais là, cache mérino, qui est un mélange de cachemire, mérino et nylon, donc 75% de mérino superwash, 15% de cachemire et 10% de nylon. Le coloris c'est Direwolf, Direwolf, qui est un coloris dans les nuances de gris, qui vient de leur collection Game of Thrones, où j'attends avec impatience le premier coloris de la boîte d'Arco Iris Yarn. Il devrait plus tarder à arriver, ou dans les prochaines semaines. C'est un cache mérino, 433 mètres pour 100 grammes, un tout petit peu plus fin qu'une fingering classique, alors légèrement plus fin qu'une fingering classique. Moi, à l'époque, j'avais acheté 4 écheveaux, il m'est resté 140 grammes de ces 4 écheveaux, puisque j'avais pas anticipé les 433 mètres pour 100 grammes, et surtout ces écheveaux avaient été très généreux puisqu'ils étaient tous les 4 au-dessus de 105 grammes aussi, et donc il m'en est resté une certaine quantité. Alors cette laine de la bien-aimée, je suis un petit peu fâchée avec le côté cachemire qui bouloche, parce qu'elle bouloche énormément, donc c'est un pull que je mets, que j'adore, mais qui nécessite un rasage régulier. Donc comme d'ailleurs toutes les laines de la bien-aimée que j'ai tricotées, moi, j'ai quand même beaucoup de bouloches. Donc je me suis dit que cette laine-là, je voulais pas la réintégrer dans un pull à cause des frottements, et du coup, je cherchais un projet où je pouvais la réintégrer. Et alors,
ce modèle de Oslo Hat, il appelait 150 grammes de la laine de la designeuse. Moi, comme elle est un tout petit peu plus fine et il me restait 140 grammes, je me suis dit, bingo, voilà le combo pour mon bonnet. Donc ce bonnet, je l'ai réalisé, enfin du moins je l'ai réalisé, j'ai fait une modification au niveau du montage de ce qu'appelait Petite Knit. Petite Knit vous disait, vous réalisez un montage élastique, d'ailleurs je crois que c'était juste un long tail en termes de montage, vous tricotez un certain nombre de rangs et puis vous venez rabattre l'un sur l'autre pour relever des mailles sur le rang de montage. Moi j'ai pas voulu faire ça, donc j'ai fait un montage provisoire sur un fil et lorsqu'il est venu le moment où elle demandait de relever les mailles sur le rang d'origine, j'ai tout simplement tricoté en même temps les mailles qui étaient laissées sur mon fil de montage avec mon rang suivant. Et donc je vais m'arrêter là parce que je vous ai filmé ce geste technique et donc je vais vous l'insérer maintenant pour vous le montrer et je reviens tout de suite après pour vous montrer ce que ça donne et où j'en suis dans le projet. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous montrer l'impact du montage provisoire et la façon dont je ferme mes mailles comme ici pour réaliser le rabat du Oslo Hat. Donc je vais essayer de ne pas perdre mes mailles, ce sera déjà pas mal. Donc, au départ, lorsque j'ai fait le montage du Oslo Hat, j'ai, au lieu de faire un montage normal, réalisé un montage provisoire, c'est-à-dire que j'ai utilisé un fil qui est ici, mon fil bleu, que vous voyez ici, pour faire comme si j'avais tricoté dessus. Donc, maintenant que je dois rejoindre les deux côtés ensemble, donc je les replie l'un sur l'autre, et je vais, au lieu d'aller relever des mailles sur mon rang de montage ici, là, donc je n'ai pas de rang de montage, j'ai un fil qui est en attente avec des mailles dessus. Et donc ce que je vais faire, à chaque fois que je vais tricoter une maille, je vais aller récupérer la maille en attente sur le fil. Je vais récupérer comme ça. Je vais enlever le fil bleu, puisque c'est un fil provisoire. Et tout simplement, je vais tricoter deux mailles ensemble. Tac. Et de cette façon-là, je n'ai pas besoin de relever une maille sur mon rang du dessous et mon rang est tout simplement tricoté ensemble. Alors moi, je choisis de le faire au fur et à mesure, d'enlever le fil au fur et à mesure. L'autre solution serait d'enlever tout ce fil et de passer, au lieu d'avoir un fil ici, d'avoir un câble en attente avec des aiguilles pour que ce soit encore plus rapide. Donc moi je préfère le faire maille par maille je sais pas, par fainéantise de remettre mes mailles sur une aiguille, mais vous pouvez tout simplement remettre le moment venu toutes ces mailles ici en attente, tout ce rang là de montage provisoire, vous le rebasculez sur un câble avec des aiguilles et encore une fois vous revenez tricoter et donc vous aurez deux aiguilles à gauche et une aiguille à droite et vous passez dans la première maille puis dans la deuxième maille de votre deuxième aiguille et vous tricotez avec vos fils, vous tricotez à l'endroit. Donc moi je vous remontre comment je fais. Donc ici je dois tricoter la maille suivante et donc je vais venir prendre la maille suivante ici qui est en attente. Où est-ce que vous êtes? Ici, là. Cette maille-là qui est en attente. Je vais venir la placer sur mon aiguille à tricoter. Donc, je le relève avec ma main droite parce que je suis plus agile de ma main droite que de ma main gauche. Mais je la remets sur mon aiguille gauche. J'enlève le fil bleu pour éviter de le tricoter en même temps. Si vous le tricotez en même temps, c'est pas très très grave. Il suffit de le retirer tout à l'heure. À la fin. Et donc là, comme j'ai une maille qui vient de mon rang de montage et une maille qui est ma maille suivante, je les tricote toutes les deux en même temps pour que je n'ai pas besoin de revenir relever une maille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura
aidé, ou en tout cas, ça vous aura montré la façon dont moi je le fais. Alors, donc, normalement vous avez vu comment j'ai fait, et donc voilà ce que donne ce fameux bourrelet que vous venez récupérer et qui fait une espèce de... Enfin, qui fait en fait un rabat double au niveau des oreilles. Donc ensuite, qu'est-ce que Petite Knit vous fait faire? Petite Knit vous fait tricoter un certain nombre de centimètres. En l'occurrence, c'était de ce côté-là. Petite Knit vous fait tricoter un certain nombre de centimètres en jersey endroit. Donc là, on est sur du jersey endroit quasiment tout le temps. Donc du zéro cerveau, il y a 2-3 petits points où il faut effectivement... Comme le rattrapage du rang de montagne où il faut faire attention, un changement de direction à un moment, mais sinon, voilà, projet facile, je dirais pas forcément rapide, mais voilà, agréable. Bon, c'est pas passionnant, mais l'objet en vaut la peine, je pense, pour la finition. Donc, une fois que vous avez tricoté de ce côté-là, hein, ces 2 cm, Petite Knit vous fait faire une manipulation pour que vous ayez le bonnet qui se retourne et vous vous retrouvez avec vos mailles en vert sur l'extérieur du bonnet et vous continuez à tricoter toujours en endroit la suite du bonnet. Donc comment ça va se porter par la suite, parce que là maintenant ça fait un espèce de bourrelet, c'est normal, c'est pas bloqué, hein, mais en fait ce rabat là, et c'est la raison pour laquelle je vais vous le faire ici, ce rabat là va être retourné. Et en fait, c'est la journée des interruptions. Donc, je vous disais que Petite Knit, en fait, nous avait fait cette manipulation qui permet, en fait, au rabat de se positionner correctement. Puisque là, on voit arriver hein, le bonnet avec son rabat. Ce qui fait qu'à l'intérieur, vous avez une petite finition qui permet au bourrelet de se positionner correctement avant de démarrer avec vos mailles en jersey envers à l'intérieur et en jersey endroit. Ce qui fait que jamais vous n'aurez cette fameuse démarcation qui se fera à ce niveau-là. Donc vous devriez être tranquille, en tout cas c'est ce que j'espère. Donc où j'en suis maintenant, parce que je vais le réouvrir, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc j'en profite pour vous montrer. Moi je tricote systématiquement sur des câbles plus petits que la circonférence de mon ouvrage, tout simplement parce que ça m'évite d'aller chercher mes mailles et d'aller les positionner. Donc voilà, là on se retrouve sur un diamètre de manche pour un bonnet qui est bien plus large que ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, moi je fais la taille 3, la taille femme, petite femme. Voilà, ce qui correspond à peu près à ce qui devrait être ok. En termes de... Je peux pas trop l'essayer justement parce que j'ai mon petit câble, mais ce sera... ça semble être ok en termes de circonférence. Donc c'est la taille qui couvre... Oula, avec un bonnet c'est encore pire. Qui couvre de 55 à 60, puisque moi je fais 56 cm de tour de tête. Une grosse tête. Alors, c'est un modèle... Donc où j'en suis actuellement, dans le bon sens. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Comme ça, la pub arrêtera de me casser les pieds. Donc, où j'en suis actuellement, j'en suis arrivée à l'endroit où Petite Knit nous fait mettre des marqueurs pour réaliser les diminutions. Donc, je vais, grosso modo, je suis là. Hein, et donc, maintenant, elle va me faire les diminutions qu'on appelle la couronne de diminution. Hein, donc, c'est l'endroit où on va voir toute cette partie de diminution qui va faire en sorte que le bonnet se réduise et finisse par certainement un petit rond au-dessus. On va serrer les mailles. Donc voilà, j'arrive au bout. Je pense qu'il me reste 2 heures peut-être de tricot. Je voulais vous le montrer fini et puis après je me suis dit oh non, je vais pas me mettre de stress. Je vous le montre tel qu'il est, tel qu'il est. Donc ce qu'il me reste aussi à faire, c'est rentrer ce fil-là, qui est mon fil de montage. Je vais le faire, je pense, quand j'aurai bloqué l'ouvrage ou juste avant de le bloquer. Donc voilà, je le tricote en double. Donc avec mes 2 fils, hop, il me reste seulement ça pour terminer. J'ai pas pesé. Est-ce que j'ai ma balance? Non, je l'ai pas avec moi, mais il me reste, je pense, suffisamment pour finir la
couronne de diminution. Il me restera certainement un tout petit reste de cette bobine et je pense que celle-ci sera tout juste, voire peut-être il faudra que je récupère du fil là-dessus. C'est possible. On verra. Parce que là, il doit me rester 15 grammes, pas plus. Donc on verra bien. Petite Knit demande à tricoter donc ces 2 fils de fingering ensemble. Normalement, ça fait une épaisseur de DK. Donc, puisque le bonnet, vous pouvez le faire soit en 2 fils de fingering, soit en DK. Donc, elle appelle 2 fils de fingering. Moi, c'est ce que ça m'arrangeait bien. Par contre, on tricote en 3,5, ce qui fait un rendu en termes de tricot extrêmement dense. Alors, pour un bonnet, c'est chouette. Pour un pull, ça aurait fait un petit peu carton. Là, pour le bonnet, c'est sympa parce que ça permet d'avoir une tenue au bonnet. Si vous regardez, hein, il se tient. Il s'effondre pas, il bouge pas, voilà. Donc pour le bonnet, c'est chouette. Pour un pull, j'aurais pas fait un tricot aussi dense que de tricoter 2 fils de fingering ensemble en 3,5. Ça fait vraiment très dense. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce bonnet Oslo Hat. Très certainement que vous le verrez terminé la prochaine fois. Je vous l'essayerai, je vous le montrerai, je serai toute décoiffée et c'est pas grave avec mes cheveux. Ah si, tiens, tenez, je peux vous montrer aussi. Moi, j'ai utilisé ce marqueur là pour mon bonnet. C'est un marqueur de chez Ars Mirabilia que j'avais reçu, que j'avais eu dans la boîte de Noël, dans la box de Noël que j'avais acheté chez elle. Et alors j'aime bien, j'ai eu un peu peur en les recevant qu'ils soient lourds et encombrants. Comme beaucoup de ces... Alors j'en ai d'autres qui sont ici. Voilà. J'en ai d'autres hein, puisque les coloris sont arrivés. Il y en avait 4 des coloris que je peux vous montrer. Voilà, il y avait un petit beige. Il y avait un moutarde. Un ocre, hop. Et donc un terracotta, rouge terracotta. Et donc ça faisait un jeu de 4. Il y avait aussi un marqueur avec un pull qui est actuellement pas sur mes ouvrages. Et j'en ai un autre, mais que je vous montre tout à l'heure puisque je l'ai sur mon Fairy Bucket, que je vous montrerai après. Encore un pull que j'aime tricoter. Donc voilà, Ars Mirabilia, j'avais vraiment peur que ce soit lourd, mais en fait non, c'est hyper léger et franchement très agréable. C'était un petit peu ma crainte lorsque je les ai réceptionnés, que ça soit encombrant et pas pratique. Voilà, j'aime quand même les marqueurs assez fins ou alors légers. Et donc là, ça tick the box comme on dit en anglais, donc ça remplit tous les critères. Voilà, pour aujourd'hui. Maintenant, je vous emmène dans le prochain en cours. Et alors là, je vais vous parler de design et je vais vous montrer les débuts du prototype du prochain design que je suis en train de vous préparer et sur lequel il y aura un appel au test certainement la semaine prochaine. Please don't cut these ties, need a hero, 'cause I got zero. Alors, ce nouveau design, il s'appellera Solea. Bon, ça vous en fichez, vous voulez peut-être savoir à quoi ça ressemble. Bon, je vais d'abord vous parler des laines. Donc ce nouveau design, j'ai choisi de le tricoter, du moins de faire mon prototype dans une laine de chez Laurel Knits, dans son coloris confetti d'automne, automne confetti en anglais, hein. Donc dans sa base super sock, qui est une 400 mètres pour 100 grains, donc une fingering qui est un 85% de mérino superwash et 15% de nylon uniquement. Donc c'est par contre une base extrêmement moelleuse, alors extrêmement douce, qui sera peut-être un tout petit peu plus fragile parce qu'il n'y a que 15% de nylon, mais qui lui confère beaucoup de moelleux, de douceur. Donc, et ce coloris, c'est celui-ci. Donc c'est une base légèrement crème rosée avec des confettis de orange, de parme, de rose. Il y a à quelques endroits une toute petite pointe de bleu mélangé, mais qu'on ne voit quasiment pas. Et donc ce joli écheveau, oh, j'adore, je suis fan de cet écheveau. Ce joli écheveau, je l'ai associé à un mini de cette couleur-là, qui est une des couleurs qu'on retrouve en fait
dans les confettis. Voilà. Et cette couleur-ci, elle provient d'un kit de mini aussi de chez Laurel Knit, qui est son mini Merino, 80% superwash Merino et 15% de nylon. Et il manque 5%. Oh, étonnant. Ah non, 85-15, ça fait 100. Misère. Bon, c'est du superwash, donc ça passera potentiellement à la machine, même si moi je ne le fais pas. Et ce mini là, il venait de ce kit où il y a de très jolis coloris. Donc vous avez un espèce de rouille terracotta, un rose bébé, un bleu et un petit parme grisé que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment craqué sur ce lot de mini. Je vous en avais parlé, je l'ai reçu le mois dernier, donc je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est les débuts de mon prototype. Là, je suis satisfaite de cette première partie de chaussettes. Maintenant, il me reste à réaliser le prototype du talon. Donc, je vous montre déjà la tige et à quoi vous... Pas à quelle sauce vous allez être mangé, mais à quoi vous attendre. Voilà, dans ce que je vais vous sortir. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle sur lequel j'ai voulu travailler à la fois les côtes, mais aussi vous rapporter de la dentelle et de la texture sur le reste de la chaussette. Donc dans les côtes, alors là vous le voyez pour l'instant assez rabougri parce que c'est pas encore bloqué, mais vous avez des côtes qui sont travaillées avec de l'insertion de dentelle associée à des mailles torse sur les côtes. Donc pour donner voilà, quelque chose d'habillé au niveau de la partie haute de vos chaussettes. Puis cette partie-là, donc cette dentelle qui représente en fait des épis de blé, descend avec sa tige dans le reste de votre chaussette. Donc chaque épi de blé va avoir une zone qui va descendre dans le reste de la chaussette. Et à côté de cette tige, je vous ai apporté, alors celle-ci on ne la voit pas encore bien parce qu'elle se révélera au blocage, mais vous avez des petits jeux de dentelle par-ci par-là. Est-ce que vous le verrez? Voilà, ici vous voyez, hein, il y a des petits jeux de dentelle qui rappelleront la structure des feuilles de végétaux. Alors ça peut être des épis de blé, ça peut être autre chose, mais voilà, c'est la partie végétative voilà, de la végétation qui arrive pour ce printemps et qui va être située de part et d'autre en quinconce de ces lignes. Donc voilà, je suis très contente de ce début. Je vous explique pas le nombre de fois que ce prototype a été défait, refait pour arriver à ce que je voulais, exactement ce que je voulais. Voilà, là j'y suis. Et donc ce prototype là, donc je vais finir de le tricoter tranquillement. Dès qu'il sera fini d'être tricoté entièrement et que j'aurai adapté exactement le patron pour son positionnement, parce que je veux que ces lignes elles tombent parfaitement par rapport à l'endroit où je mets le talon, je devrais pouvoir vous l'envoyer en test. Donc il y a déjà certaines de vous qui m'ont fait savoir, ou en tout cas à qui j'ai confirmé qu'elle ferait partie des testeuses. Je vais revenir bien sûr vers mes testeuses habituelles pour savoir si elles veulent continuer ou si elles laissent leur place. Et à ce moment-là, si elles laissent leur place, je reviendrai vers vous pour savoir si certaines d'autres personnes d'entre vous sont intéressées. Donc voilà, les soléas qui prendront encore quelques temps à sortir. Hein. Vous voyez, je travaille, on est en hiver et elles devraient sortir quelque part au printemps, très certainement. Donc je ne suis pas pressée, je prends mon temps parce que vraiment je veux qu'elles soient aux petits oignons pour chacune ou chacun de vous. Donc c'est des chaussettes qui seront pour femmes, hein, et on a de la dentelle. Maintenant, libre à vous de les utiliser. Je ne sais pas encore dans combien de tailles je vais les grader parce qu'il faut que vraiment je puisse adapter cette partie haute de manière à ce qu'elle puisse s'adapter à différentes tailles. Donc ça c'est encore des réflexions sur lesquelles je travaille. Donc vous voyez, processus de création qui est voilà, en cours. Voilà pour ce deuxième ou ce troisième objet en cours de la semaine. Je vous emmène tout de suite dans l'objet numéro 4 qui est à nouveau un pull. Please don't cut these ties, need a hero, 'cause I got zero.
Bon, je me suis encore déplacée, donc je joue à cache-cache avec le soleil aujourd'hui et je veux absolument rester dans cette pièce à cause de la luminosité. Donc le prochain projet dont je vous parle, c'est encore un pull, c'est le pull Fairy Bouquet que je réalise dans des laines Fairy Bouquet de Johanna Hang, donc la même designeuse que le premier pull dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans ce podcast. Et donc ce pull là, je le réalise dans des laines de chez By Night, donc il ne faut pas trop que je m'approche à cause du soleil. Bon, il faut quand même que vous puissiez le lire. Donc coloris Hibiscus de chez By Night dans sa base Twinkle, qui est un très joli beige, grège avec une petite pointe rosée à l'intérieur. Et la base Twinkle de By Night, elle a dedans un fil de Stellina, en l'occurrence de Stellina bronze. Donc ça brille un peu moins, mais ça fait des petits fils légèrement chinés à l'intérieur. Donc cette base, c'est un 75% de Merino Superwash, de 15% de nylon. Et donc ce que j'aime chez By Night, c'est ces teintures naturelles. C'est la première fois que j'en tricote. J'en ai plusieurs par contre de By Night dans mon stock. C'est une laine que j'avais achetée lors du salon Knit at Motoko à Mulhouse qui avait lieu en mai de l'année dernière et j'ai bien l'intention de retourner cette année. Le mois de mai n'est pas très loin, hein, donc il va falloir quand même que je tricote bien ce que j'ai dans mon stock pour le renouveler. Cette laine, je l'associe à un mohair qui vient de chez Laine de Mout dans son coloris Miss Bianca. Miss Bianca qui est finalement, quand je l'ai réceptionné, la couleur idéale pour s'associer à ce hibiscus de chez By Night. Vraiment une association super. Ce Miss Bianca, j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment bien ressortir la luminosité de la soie. Et c'est exactement ce qui manquait à ce coloris hibiscus qui me semblait un tout petit peu éteint. Voilà, exactement ce qu'il lui fallait pour le relever. Donc, ce modèle-là, je le tricote en aiguille de 4, je crois, 4,5. 4,5, 3,5 pour la partie des côtes, 4,5 pour le reste du corps. C'est ce que demandait le patron, ça tombe bien. Moi, j'avais l'échantillon qui correspondait. Alors, à une maille près, mais donc, du coup, comme j'avais de la marge au niveau des tailles, je ne me suis pas non plus cassé la tête. Donc, elle vous fait démarrer par le col. Ah oui, j'en profite. Donc je vous l'ai dit la dernière fois, si jamais vous voulez faire ce modèle là, il y a la chaîne Académie de la Maison Tricotée qui réalise toute une série de vidéos dans le cadre de leur projet 4 pulls sur l'année. Donc Fairy Bouquet est le premier pull et donc vous êtes accompagné en français pour la réalisation de ce pull avec l'accord de la designeuse. Je vous encourage à aller voir ces vidéos là, elles sont très bien faites. Et ça vous permettra d'aller sur des pulls qui, de prime abord, paraissent compliqués, mais quand on est accompagné, qu'on est pris par la main, c'est relativement simple à réaliser. Et alors ce pull-là, vraiment, pareil que l'autre, plaisir absolu. Donc, elle vous fait démarrer par les côtes, donc vous faites un certain nombre de centimètres par les côtes, tout à fait classique. Moi, j'ai fait un montage en German Twisted Cast On pour garder un peu d'élasticité, hein. Donc voilà, un montage en German Twisted Cast On. Je ne me souviens pas si c'est celui-ci ou si c'est un Long Tail Cast On qu'elle préconise. En tout cas, moi j'ai fait un German Twisted Cast On pour avoir vraiment de la souplesse. Ensuite, vous réalisez un certain nombre de rangs raccourcis. Donc là, je vais pouvoir vous le montrer mieux que la semaine dernière, puisque vous n'avez que 2 cm ici de jersey en droit, alors que sur l'arrière du pull, vous avez vraiment toute cette partie-là. Et donc ça, c'est l'effet des rangs raccourcis, puisque finalement, le rang raccourci, ça vous permet de rajouter des rangs ici, sans faire le tour complet, et donc vous avez moins de rangs sur l'avant. Ensuite, vous démarrez la dentelle. Donc là, ici, vous tricotez jusqu'à peu près où sont mes aiguilles, un tout petit peu plus haut. Vous tricotez en yoke, un yoke. Donc c'est-à-dire que vous tricotez en rond et vous faites les augmentations réparties sur toute la circonférence du pull. Et je pensais, moi, que ce pull allait être un yoke complet jusqu'à la séparation des manches et du corps. Et je vous ai dit une bêtise, ce n'est pas le cas. Vous faites du yoke, donc vous travaillez en rond tout le temps,
mais vous avez une approche, ou du moins une construction en yoke jusqu'à cette partie-là, et puis en dessous, vous avez des raglans. Donc très intéressant comme construction, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc vous avez une première section qui est réalisée, donc je ne vous dirai pas comment, hein, vous pouvez le voir sur les vidéos, mais avec un point qui est extrêmement simple à réaliser, une manipulation qui vous permet de venir récupérer les fils pour créer ces petits V. Ensuite, vous avez une section de... Donc, vous respirez un coup et vous faites vos augmentations au milieu. Vous réalisez la section suivante qui est une section de dentelle qui correspond à ces fameux fairy bouquets, donc ces petits bouquets de fleurs ici, qui se répartissent, qui est un point assez simple, mais encore, voilà, un peu plus complexe qu'un point standard, voilà, de dentelle standard, et qui réalise ces petits bouquets qui sont répartis de manière uniforme tout autour de votre encolure. Puis vous venez répéter exactement la même section qu'ici, vous la répétez une seconde fois en dessous de vos bouquets. Ensuite, vous avez à nouveau des augmentations avant d'avoir une section de côte torse, demi-torse, puisque vous ne torsez qu'une partie, de côte demi-torse sur un certain nombre de centimètres ou de rangs pour terminer cette section en yoke. Et donc moi je suis arrivée, alors vous ne le voyez pas bien à l'écran, hein, mais j'ai déjà fait quelques rangs ici, de sections maintenant où vous faites vos augmentations. Donc en fait vous avez un yoke arrondi, puis un raglan qui va passer en dessous du yoke pour créer voilà, une texture, enfin pas une texture, une tenue au pull. Parce que moi j'ai parfois un petit peu de mal avec les yokes parce que souvent je me retrouve à avoir la manche qui me tire ici et je trouve que ça tombe pas bien, ou en tout cas voilà, que ça tombe moins, que c'est moins élégant, mais c'est que mon avis, que c'est moins élégant qu'un pull avec des raglans ou avec des manches montées. Et voilà, c'était peut-être le seul bémol que je voyais à ce modèle. Et bien en fait non, pas du tout, puisque en dessous de la partie justement où vous avez toute cette dentelle sur la partie haute, et ben vous partez avec du raglan. Et donc, qui dit raglan dit dentelle, puisque ici vous voyez sur les côtés j'ai mis des petits marqueurs où vous ne voyez pas à cause du soleil. Donc vous avez des marqueurs qui correspondent à certains endroits aux augmentations du raglan et à d'autres au positionnement de la dentelle, parce que au même titre que le Tea of Even que je vous ai présenté avant, et ben ce modèle là a une dentelle sur la totalité de la manche. Alors j'ai démarré la dentelle de la manche et alors là par contre je m'accroche. Je m'accroche parce que c'est un point qui n'est pas intuitif pour moi à réaliser. Et qui n'est pas positionné toujours de la même façon, et donc ben voilà, c'est nouveau, un modèle qui demande de l'attention. Ça me convient parfaitement, tout simplement parce que j'ai deux modèles ici qui me demandent énormément d'attention, mais qu'à côté j'ai un certain nombre de projets, pas zéro cerveau mais quasi zéro cerveau, puisque je vous rappelle qu'à côté je tricote mon bonnet Oslo, qui est un jersey en droit tout simple avec juste quelques diminutions. J'ai ma grande couverture de température blanquette qui, elle, par contre, c'est du point mousse maille en droit tout du long, aller-retour. Donc là, zéro cerveau, hormis les changements de couleur. À côté de ça, je tricote le Pythagore, qui lui aussi, qui lui va tirer son originalité, ou en tout cas son plaisir tricotesque à choisir les couleurs, mais dans l'absolu ce n'est que des mailles en droit avec quelques diminutions par-ci par-là. Donc j'avais vraiment besoin de cet équilibre entre un projet difficile, complexe, avec beaucoup d'attention, et des projets qui me permettent de souffler, de profiter entre deux à chaque fois. Puis après, bon, j'ai mes designs et mes chaussettes, mais alors, les chaussettes, comme on dit, ça compte pas. donc voilà, un projet que j'aime beaucoup. Là encore, je veux pas me presser parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, c'est un objet que j'aurais beaucoup de plaisir à porter, mais dont je vais apprécier le process autant que l'objet fini. Et donc voilà,
du plaisir. Et finalement, je trouve que ce coloris devrait pouvoir potentiellement m'aller correctement au teint. J'espère. Faudra peut-être que je bronze un petit peu quand même. Je suis un petit peu pâle. Donc, que je fasse des mèches un peu foncées partout là. Pour que ça aille mieux. Bon, on verra bien. Voilà pour ce Fairy Bouquet. Encore une fois, je vous encourage là pour le coup à aller. Donc l'association des deux fait un joli halo, là que vous voyez bien avec la lumière du soleil, qui sera certainement très doux à porter. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter pour voir si je supporte ce mohair. Si je ne le supporte pas, puisque c'est un pull avec un col rond, je mettrai un t-shirt en dessous. Vous voyez, je porte souvent moi des... Alors là c'est du col V, donc c'est pas de problème pour le mohair, puisque moi je ne suis sensible qu'ici, je n'ai pas de problème au niveau des bras ou au niveau du reste du corps. Mais là par exemple aujourd'hui j'étais plus sensible, donc j'ai mis un t-shirt en dessous. Sur ce genre de pull, comme c'est du col rond, s'il y a un t-shirt on voit pas. Donc pas de souci, pas de souci. Bon, voilà pour ce pull. Je vous emmène maintenant parler d'une nouvelle paire de chaussettes que je tricote pour mon fils. Et je voulais vous la montrer. Please don't cut these ties. Need a hero, 'cause I got zero. Donc cette nouvelle paire de chaussettes que je tricote pour mon fils, c'est une paire de chaussettes qui a la même base que le modèle que je vous ai sorti gratuitement la semaine dernière qui s'appelle les Boomerang Socks. Mais j'ai voulu y apporter un petit grain d'originalité dans mon tricot plutôt que de faire du jersey endroit tout du long. Et donc j'ai mis quelques mailles glissées ou quelques lignes de mailles glissées par-ci par-là pour ce projet. Donc avant je vous parle de la laine. Donc la laine, je vous montre. La laine c'est celle-ci. Donc c'est une laine très variée dans les tons de bleu, de blanc et qui va jusqu'au noir à certains endroits. C'est une laine allemande, d'une teinturière indépendante allemande qui s'appelle Wollentchen. Donc c'est dans sa base Meri Socks, donc Meri So, qui est une base 75% mérino, 25% de nylon. Alors je vous le montre, mais c'est écrit en allemand. Alors voilà, c'est un mérino super wash. J'ai payé 18 € les chevaux. En Allemagne, la TVA est moins élevée qu'en France, donc il y a un écart de prix. C'est une fingering qui est un tout petit peu plus fine qu'une fingering classique puisqu'elle fait 420 mètres pour 100 grammes et je trouve qu'elle se tricote très très bien. Donc je vous montre où j'en suis. Ah non, attendez voir. J'y ai associé une autre laine, j'y ai associé un reste parce que je suis un petit peu dans la chasse au reste en ce moment. J'y ai associé un reste de chez Lang, un reste tout simplement noir pour faire le rappel de ce noir que vous avez un petit peu par-ci par-là et l'utiliser pour faire les côtes et les pointes de la chaussette. Donc cette mérino, c'est une base 75% laine, 25% de nylon. C'est la base Javol de chez Lang. C'est un reste qu'il me restait de mon chalographie que j'ai tricoté en 2021. Donc vous voyez, il me reste quand même pas mal de petits restes par-ci par-là, de petits ou de gros restes par-ci par-là. Et je suis quand même pas dans une démarche, mais j'aime pas trop avoir trop de restes. J'aime bien les utiliser dans d'autres projets. Parce que si je les garde trop longtemps, ils auront tendance à dormir et puis au bout d'un moment ne jamais être utilisés. Mais ça, peut-être que je m'y attellerai un petit peu plus précisément parce qu'avec toutes les laines que je vais tricoter cette année, je vais avoir de nouveaux restes. Et puis j'ai tous mes mini des calendriers qui attendent leur tour bien patiemment. Donc je vous montre où j'en suis. C'est un modèle que j'ai commencé par les côtes. Bien sûr, il y a le fil. Je vais passer de l'autre côté. J'ai fait des côtes 2-2 pour mon fils pour changer. Est-ce que vous voyez quelque chose à l'écran? Je ne sais pas. Donc avec le noir c'est toujours compliqué. Hein. Donc c'est côte 2-2. J'ai fait une quinzaine de rangs. Donc ça c'est la première modification que j'ai fait par rapport au Boomerang Sot. Je crois que les boomerangs je vous les avais mis avec des côtes 1-1. Mais faites-vous plaisir. Variez les plaisirs. Faites des côtes 3-1, 2-2, 3-2. Voilà. Là j'ai fait des côtes 2-2 parce que j'avais envie. Il faut s'écouter parfois.
Ensuite, j'ai fait tout le corps et donc là vous le voyez, hein, vous le voyez très très bien à l'écran. Je ne voulais pas faire un point de texture particulière parce que cette laine est très variée et je pensais qu'on ne verrait rien. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des lignes de mailles glissées. Donc tous les, alors en l'occurrence sur cette chaussette là, tous les 8 mailles, je glisse une maille, un rang sur deux pour créer ces lignes, pour casser, on va dire, l'uniformité de cette laine variée, ou l'uniformité, la non-uniformité de cette laine variée. Et donc je trouve que le rendu est pas mal. Donc comme pour mon fils, donc c'est une chaussette que je réalise pour mon fils, en taille 43, bon, il faudra que je le mesure, parce que vu à l'allure à laquelle il grandit, ce sera peut-être 43,5. 43, et donc il voulait une tige bien haute, donc j'ai trouvé ça interminable pour les hommes. J'y ai rajouté le talon boomerang, donc vous ne voyez pas bien à l'écran puisqu'il est réalisé dans la même couleur. Et donc pour la partie du pied, je continue ces mailles glissées sur la partie haute, mais par contre sur le dessous du pied je ne les mets pas pour éviter que ce soit inconfortable. J'ai tout simplement continué en jersey. Et donc je me suis mis un marqueur sur donc j'ai mis la moitié des mailles, un marqueur, et l'autre moitié des mailles, sur la partie haute, je fais les mailles glissées. Sur la partie du dessous de pied, je fais tout simplement du jersey. Donc, grande chaussette, 72 mailles par rapport au diamètre du pied de mon fils. Vous avez été nombreux à me demander, à m'envoyer des messages pour savoir quelle taille de chaussette vous devez faire par rapport à une pointure. La pointure ne change pas la taille de chaussette que vous devez faire, c'est le diamètre de vos pieds et c'est ça qui va définir si vous faites du 56, du 64 ou du 72 mailles. Je ne peux pas forcément vous dire combien de mailles vous devez tricoter par rapport à votre taille de chaussette puisque ça dépend de votre tension. Donc à vous de voir et à faire des essais, de voir si vous êtes plus à l'aise, par exemple pour une adulte en 56 mailles, en 64 mailles, en 72 mailles. Par exemple pour moi, pour mon pied, mon diamètre de pied, moi je fais un petit peu plus de 21 cm de diamètre sur mon pied en lui-même, je fais 64 mailles. Ma fille qui a un pied très fin, eh bien, elle fait 64 mailles aussi. Donc au fur et à mesure, vous allez trouver votre taille en termes de diamètre. Par contre, et je vais vite le chercher. Avec ma super chaise roulante. Par contre, pour votre pointure, c'est en fait le nombre de centimètres que vous allez devoir tricoter à partir du bout de votre talon jusqu'à la pointe. C'est ça qui définit votre pointure. Alors pour tricoter différentes tailles, parce que peut-être que pour vous, vous pouvez l'essayer, peut-être que vous voulez tricoter pour quelqu'un qui ne pourra pas l'essayer. Et il y a un outil, j'ai oublié son... Attendez, je prends sa carte. Je veux le montrer parce que c'est un chouette outil. Et c'est fait main et c'est fait en France. Donc moi j'ai ce qu'on appelle une règle à chaussettes. Et donc cette règle à chaussettes, la mienne, elle vient de chez Sunnyside, qui est un artisan français qui réalise des règles à chaussettes en bois. Donc, et sur cette règle à chaussettes, vous retrouvez les nombres de centimètres à tricoter avec en face les différentes pointures. Donc pointure qui commence de 34 jusqu'à 42, mais voyez, vous avez tous vos centimètres en dessous. Vous pouvez retrouver sur internet combien de centimètres fait un pied en fonction de chaque pointure, puisque ça c'est la même chose que pour les chaussures. Et alors comment j'utilise cette règle? Moi je sais que je veux tricoter la taille 43 ici, et donc je dois arriver à la fin de ma chaussette à peu près à ce niveau-là. Et donc dans le patron, je vous dis tricoter jusqu'à 4 cm avant la taille désirée. Donc si moi je fais 43, une taille 43, ça veut dire que je dois tricoter 27,7 cm, vous voyez, hein, là, ici 27,7, et donc je vais m'arrêter mon jersey endroit à 24,7. Et donc je vais tout simplement prendre ma règle et la mettre dans mon tricot jusqu'à avoir bien mon talon qui rentre
sur le bord de ma règle à chaussettes et je vais tricoter jusqu'à ce que j'atteigne les 24,7. Donc vous voyez qu'il m'en reste un bon peu. Donc je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrête mes 24,7. Et ensuite je ferai la pointe. 24,7. Non, 23,7. Puisque je dois faire 27,7. Donc je vais tricoter tout ça et je ferai la pointe. Et de cette manière-là, avec ces règles à chaussettes, je m'assure de correspondre, d'avoir une bonne correspondance entre la pointure et mon tricot en lui-même. Donc je ne sais pas si vous en avez, vous pouvez le faire avec un mètre ruban, mais je trouve que c'est moins pratique parce que vous n'arrivez pas forcément à bien vous mettre dans le talon. Donc vous voyez là, la règle à chaussettes, elle est bien arrondie pour bien rentrer dans le talon. Et voilà, je ne me pose pas de questions. De temps en temps, je mets ça sur mon encours. Et donc quand j'arrive à la bonne dimension, je fais mes diminutions de la pointe. Donc pour moi et pour ma fille, j'ai pas besoin parce que je sais exactement par rapport à ma tension, ma façon de tricoter, combien de rangs je dois faire. Mais pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas forcément par rapport aux pointures de mon mari, de mon fils, de quelqu'un d'autre, de mon père et tout ça, combien de rangs je dois tricoter. Donc dans ces cas-là, j'utilise cette règle à chaussettes. Je vous mettrai le lien. C'est une boutique Etsy. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et franchement, elle est très bien. Elle est légère. C'est du bois. C'est parfait. Et donc c'est un artisan français, Sunnyside, que je vous recommande. Voilà. Très belle règle à chaussettes. En plus, je ne sais pas si vous le voyez, mais la partie où on accroche, ça représente un mouton. Alors, vous le voyez peut-être pas bien à l'écran, hein, mais elle a deux petites pattes. Et puis tout là, c'est tout en forme de laine de mouton. Donc voilà, pour ce dernier objet en cours de tricot de la semaine, j'ai l'impression que le podcast fera à nouveau un petit peu long. Je sais que vous aimez ça, donc je m'inquiète pas trop. Mais je voulais absolument vous montrer mon projet au crochet avant de défaire une grosse partie. Please don't cut these ties, need a hero, 'cause I got zero. Alors ce dernier objet dont je vais vous parler cette semaine, c'est un projet au crochet qui s'appelle Elia Engine de chez Jo Handmade Design, qui est un patron en anglais de crochet d'un ours polaire et que je veux absolument réussir. Alors je prends du temps, je fais des erreurs, je défais, je suis relativement débutante au crochet. Alors vous avez remarqué le relativement parce que maintenant je me sens pousser des ailes. Donc je progresse, c'est mon 4e projet au crochet et donc je vois quand même que je fais de gros progrès. Donc ce projet-là, je le crochette dans des laines de chez Rico, dans des cotons de chez Rico Rumi, différentes couleurs. La couleur principale que vous verrez aujourd'hui, c'est du blanc puisque je suis en train de faire l'ours blanc. Et je le crochette dans un crochet, je vais vous le sortir, 2,5 mm, donc un crochet numéro 4 en 2,5 mm de chez Tulip. Donc Etimo Tulip, qui me convient. Merci, d'ailleurs c'était grâce à vous que j'avais acheté cette marque de crochet. Donc mon ours, vous aviez déjà vu, hein, j'avais réalisé la tête, un gros morceau pour moi et un gros challenge puisque vous avez la bouche qui s'ouvre, qui se rabat, voilà, il fallait broder le nez et tout. Ensuite, j'ai réalisé, et alors là c'est que des petits morceaux, parce qu'ils ne sont pas accrochés, et que ma couture, c'est toujours pas encore ce que je préfère. Vous avez ces deux petites oreilles qui viendront se rajouter sur les côtés. Vous avez ensuite une partie que vous ne verrez pas bien à l'écran, parce que c'est la partie de son cou. Donc c'est la partie qui va rejoindre le cou et le corps, du moins la tête et le corps. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? J'ai réalisé les deux bras de cet ours. Donc un bras droit et un bras gauche avec des marqueurs qui sont en attente puisque ces bras vont être raccrochés par la suite au niveau du corps. Donc là, je suis toujours encore contente de moi. Dernière partie que je suis en train de réaliser, et c'est là où je me suis trompée,
parce que vous allez voir, je vous le montre après. Donc je suis en train de réaliser le corps en lui-même. Donc là, vous démarrez par un pied, vous faites le deuxième pied, et vous le voyez tout de suite, hein, mon problème. Le premier pied, le deuxième pied, vous venez rejoindre les deux ensemble, et puis vous crochetez en rond en faisant des augmentations, des diminutions pour créer le ventre de l'ours, parce qu'il est vraiment bien fait ce projet. Et j'avais un doute sur savoir si j'avais bien réparti mes diminutions, mes augmentations, blablabla, si j'avais bien remis au bon endroit. Et donc, parce que je trouvais que voilà, les pieds étaient vrillés, c'était peut-être pas forcément normal, mais bon, au final, je me suis dit c'est peut-être pour qu'ils tiennent debout. Et en fait, non, pas du tout. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai parce que je suis arrivée au point où il faut accrocher la queue. Et regardez où est placée ma queue. Elle est complètement excentrée. Et donc, ce qui confirme que j'ai fait une erreur. Quelque part ici, j'ai pas placé correctement mes augmentations et mes diminutions de façon à ce que, voilà, tous ces travails de texture pour qu'on voit bien les jambes qui se plient. Là, vous le voyez bien, hein, il y a vraiment beaucoup de travail d'augmentation placé à certains endroits pour qu'on voit les arrondis des jambes, des cuisses, que le ventre se positionne aussi. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais voilà. Donc, je voulais vous le montrer. Je ne vais pas vous en parler 50 ans de ce projet, simplement parce que je vais défaire toute cette partie-là pour revenir au moment où j'ai mes deux pieds séparés et je vais redémarrer pour que mon corps ressemble à un ours plutôt que de ressembler à un ours de travers qui serait passé par les mains de Picasso. Donc voilà, c'est un sacré morceau. C'est un gros ours parce que je m'attendais vraiment pas à un truc aussi grand hein, quand même. Mais voilà, je m'attendais à un petit bonhomme. Mais je prends beaucoup de plaisir. Alors je suis extrêmement lente parce que c'est du crochet. Mais voilà, je progresse et je vois maintenant quand je fais des erreurs, j'arrive un petit peu mieux aussi à voir où j'ai mes augmentations, où j'ai mes diminutions. Donc je commence à savoir ce qu'on dit. Quand on dit lire son ouvrage, au tricot, moi je sais lire mon ouvrage, je sais où j'ai passé quelle maille et comment les défaire au cas où, même quand on est dans la dentelle. Clairement au crochet c'était pas mon cas. Là maintenant j'arrive à savoir où j'ai mis quoi et à revenir quand je fais des erreurs. Donc là en l'occurrence je m'en suis rendu compte bien trop tard. Bon, c'est pas grave, on défait et puis on refait. Le plaisir des arts du fil. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On s'est beaucoup parlé, ça va à nouveau être un épisode long, je suis désolée, ou pas, peut-être que je sais que vous aimez ça, donc je suis pas désolée. Vous avez un épisode long, vous avez l'habitude. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à me entendre, à m'écouter parler. Surtout, j'espère que vous avez pris énormément de plaisir souvent à tricoter ou faire du sport pendant que vous écoutez ces podcasts. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, avec, je l'espère, des projets... Non, pas je l'espère, avec des projets finis, c'est sûr. Avec certainement des nouveaux ouvrages, à moins que je sois très raisonnable et que je n'ouvre pas plus. Ouais, je vais me faire une petite introspective, savoir si je suis raisonnable ou pas, mais vous le découvrirez la semaine prochaine. Donc je vous retrouve dimanche prochain, toujours encore à 14 h, avec un nouvel épisode de podcast. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Everything in life is very frightening, and our life with so much